ça? Mais non! Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, je vais arrêter cette voix. Hein, c'est vraiment insupportable. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore une fois? C'est pas possible encore de nous faire ça, non? Pas en 2018? Non, la WWE, non, on n'avait pas le droit de faire ça. Non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Bref, on va reprendre tout ça depuis le début, si vous voulez bien. SummerSlam 2018, 13 matchs, 3 dans le kick-off, 10 dans la carte principale, donc on va aller dans le vif du sujet. On va commencer par le premier match. Lana Rusev contre Almas Vega, 2 contre 2, tag team mixte. Il y avait beaucoup d'attentes, hein, avec Aiden English. Qu'allait-il faire? Est-ce qu'il allait intervenir? Et si oui, en faveur de qui? Eh bien, moralité, en faveur de personne. Et oui, finalement, English, eh bien, il est resté backstage. Hein, Rusev et Lana ont préféré partir tout seuls. Et au final, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Un match de merde, avec Lana qui gifle Almas, qui tombe à l'extérieur, et derrière, Vega en profite avec un petit paquet pour mettre en plus ses jambes sur la corde, juste au dernier moment d'ailleurs, hein, comme si finalement c'était utile, puisque finalement elle aurait pas mis ses jambes, je pense que ce serait passé quand même. Mais bon, elle a quand même mis ses jambes sur la corde, et voilà, première fin pétée. Je dis bien première, parce que ça va être une longue série de fins pétées, hein, ce SummerSlam. Donc voilà, une petite victoire, un match en 7 minutes, victoire prévisible. Je vous avais donné la victoire d'Almas Vega, qui permettait, je pense, au couple, entre guillemets couple, de partir vers d'autres cieux. Et par contre, je pense que le fait qu'ils aient perdu 3-0, hein, parce que finalement ça fait 3-0 pour le clan Rusev Day, si on peut dire, ça fait 3-0, et à mon avis, je pense qu'à SmackDown, on va avoir un English qui reviendra vers eux en disant, bah, vous voyez là, finalement, bah, quand je suis pas là, bah, ça change pas grand chose, et puis finalement, bah, vous perdez aussi. Et finalement, ça ne vient peut-être pas de moi le problème. Voilà un peu ce qui pourrait se passer, mettre un peu la zizanie au sein du couple Lana Rusev, et peut-être derrière, une feud entre Rusev et English, et enfin terminer là-dessus, parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est pas non plus la folie, cette feud-là. On aimerait bien passer à autre chose, mais à mon avis, le fait qu'English ne soit pas du tout intervenu et qu'ils aient perdu au final, Rusev Day, à mon avis, ça cache quelque chose. Bon, match absolument sans intérêt, 3 sur 10, je ne peux pas mettre plus, encore c'est déjà pas mal, 3 sur 10. Et on va passer tout de suite au match suivant, un match qui était déjà beaucoup plus intéressant entre Cedric Alexander et Drew Gulak pour le titre Cruiserweight. Eh bien, comme je vous l'avais prédit, hein, un match frustrant de par sa durée, je vous l'avais dit. Un kick-off de 2 heures avec beaucoup de parlotte, beaucoup de promotion, évidemment. Forcément, ça rogne sur les matchs et on en a que pour 7, 8 à 10 minutes, max 12 minutes, et voilà, le match a fait 10 minutes. 10 minutes. Le match était bon en soi, il était pas mauvais du tout, mais lorsqu'on regarde 205 Live, où t'as évidemment beaucoup plus de temps, où le show dure 45-50 minutes, on a plus de temps pour développer les matchs, et on a des matchs qui font à peu près 15-20 minutes, en tout cas quand on prend le main event des shows. Là, c'est rogné, et ça a beau être un match de championnat, ça reste un kick-off de pay-per-view, et voilà quoi. Alors le match était vraiment intéressant, c'est dommage, avec un Gulak assez agressif, hein, notamment au début, avec un gros coup de pied dans la face, et puis la tête d'Alexander qui pose sur son genou, c'était assez stiff. Il a porté à plusieurs fois la Gulak, sa prise de soumission, mais il n'a pas vraiment réussi à la cadenasser comme il voulait. Et malheureusement, alors la fin était un peu botchée, enfin un peu brouillonne, avec une succession de roll-up. Il y a eu un superbe Spanish Fly de la part d'Alexander, probablement l'une de mes prises favorites dans le catch, Spanish Fly de la part d'Alexander. Mais par surprise, Gulak arrive à retourner la situation avec un petit paquet. Alexander se relève, mais de l'autre côté il essaye
de reprendre de reprendre Gros Gulak pour lui faire un petit paquet, mais ça glisse, enfin, il arrive pas à le saisir, donc ça fait un gros botch, et finalement il le reprend en petit paquet, mais Drew Gulak se dégage, et Drew Gulak retente sa chance, en petit paquet aussi, Alexander se dégage, et enfin Alexander retente sa chance en petit paquet, cette fois-ci ça marche. Voilà, donc c'est vraiment un gros brouillon, ça c'est vraiment très dommage, et malheureusement, par rapport à mon pronostic, en tout cas, Alexander finalement conserve son titre. Je suis déçu pour Gulak, parce qu'il aurait vraiment mérité de cette ceinture depuis le temps qu'il est là, depuis tout le travail qu'il a fait. Il a réussi à rendre un PowerPoint over. Franchement, il y en a peu qui arrivent à faire ça. C'est un excellent heel assez sous-coté en fait. Et moi, je trouve ça dommage. Ça fait depuis WrestleMania qu'il est champion, Alexander. Alors, ça fait quand même un moment, quand même. Et moi, je me dis que c'est peut-être dû au fait aussi que Alexander, il n'y a pas beaucoup de face qui peuvent derrière, si Gulak était champion, pas beaucoup d'autres face pour challenger Gulak, et que finalement cette pénurie de vrais babyface peut être la cause du fait que Alexander du coup conserve son titre, parce que derrière t'as quand même Hideo Itami, Buddy Murphy en niveau heel, et même Lio Rush qui sont quand même de gros postulants pour le titre, et à mon avis je pense que c'est pour ça peut-être que Alexander a conservé, alors que dans l'autre sens Mustafa Ali qui est un très bon babyface, mais là il a pas l'air parti pour la ceinture. Il y a aussi Akira Tozawa, mais il a déjà eu la ceinture, donc faut un peu laisser sa chance à d'autres personnes. Bref, voilà, il n'y a pas assez de monde au niveau babyface, et c'est peut-être pour ça qu'il a conservé. Mais la fin brouillonne annonce peut-être une suite à la feud, et peut-être un rematch pour Gulak. À noter aussi, je l'ai pas précisé parce qu'on l'a su plus tard, que Brian Kendrick et Jack Gallagher, les deux acolytes habituels de Drew Gulak, étaient bannis du ring. C'était aussi quelque chose qu'il fallait souligner, puisque je l'avais dit dans mes pronostics qu'ils auraient pu aussi intervenir, mais ils ont été bannis du ring par la suite. Voilà, donc 6 sur 10, quand même une note correcte, parce que le match était de bonne qualité, mais trop court, trop frustrant, une fin brouillonne, un peu botché aussi, qui du coup rendent la note un petit peu moyenne, quoi. Mais c'est vraiment dommage pour Drew Gulak. On va passer maintenant au match suivant, donc le troisième match du kick-off entre la B-Team et The Revival pour les titres par équipe de Raw. Un match qui n'aura pas duré très longtemps, hein, seulement 6 minutes, où finalement l'essentiel du match aura été finalement un travail à la jambe de Bo Dallas de la part des Revival, un excellent travail sur la jambe gauche, suite à un Shadow Machine partait très tôt dans le match sur Curtis Axel, qui lui est resté couché à l'extérieur pendant un bon moment, on l'a plus vu du tout, il faisait dodo, jusqu'à ce que finalement Bo Dallas finisse par se réveiller et faire le hot tag avec Curtis Axel. Et finalement ça se finit sur un coup du sort, avec Bo Dallas qui se fait guillotiner par Wilder sur la troisième corde, alors que dans un même temps Curtis Axel est en train de subir un petit paquet de la part de Scott Dawson, mais l'arbitre ne le voit pas. Mais du coup Dawson porte ce petit paquet, et donc il y a cette guillotine de Dallas portée par Wilder sur la troisième corde. Dallas recule et involontairement en fait il retourne le petit paquet en faveur de son partenaire Curtis Axel, qui du coup retourne le petit paquet sur Scott Dawson, et victoire comme cela de la B-Team, qui conserve donc ses titres par équipe sans surprise. Je vous avais dit qu'ils allaient conserver leurs titres. J'ai pas l'impression que Vince soit très intéressé par les Revival, malheureusement. Je dis bien malheureusement, hein, vu ce qu'ils étaient à la NXT, hein, c'est toujours le même discours. Pourtant c'est quand même une équipe très efficace, un peu à l'ancienne. Comme ils disent, hein, no flips, just fits, hein, pas de cabriole, hein, juste les points. Hein, c'est vraiment les points qui parlent. C'est vraiment ça, du travail chirurgical, vraiment scientifique. Et voilà, et un peu de baston, et puis de la malice. Voilà, c'est ça les Revival, et c'est dommage qu'ils ne les exploitent pas davantage, même si c'est bien pour eux d'avoir eu au moins un match de pay-per-view. Mais encore une fois, comme j'ai pu le dire précédemment, pour les deux matchs précédents, une fin pétée qui donc annonce une suite, un prolongement de la feud. Donc il pourrait bien avoir un rematch derrière. À noter quand même un manque d'originalité, puisque ce finish avait déjà été réalisé lors d'un match qui a eu lieu fin juillet, donc il y a un mois, à Raw, entre la B-Team justement
qui était déjà championne à l'époque, et Bray Wyatt et Matt Hardy. Et finalement, ils avaient conservé leur titre de la même façon avec Matt Hardy, justement, qui était aussi dans cette position, et puis finalement, ça a été retourné de façon involontaire, et il avait pris le pin comme ça. Donc, quand même, il faut avoir un peu de mémoire. Pas très original sur ce coup-là, mais je pense que l'idée, c'est de faire de la B-Team une équipe qui continue de gagner ses matchs de façon surprenante, même si comme ça sur le papier ils sont pas très forts, mais il y a toujours ce côté non, ils ont encore conservé, c'est pas possible, c'est pas possible. Et oui, ils continuent un peu sur ce gag. Finalement c'est un peu un gag finalement ce règne de la B-Team, et ils gagnent de façon très bizarre avec des coups du sort ou des coups un peu des coups de peau quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire. 4 sur 10 concernant le match, il y a vraiment pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Donc on pouvait dire là, lorsqu'on faisait le bilan du kick-off, on pouvait se dire que déjà 3 matchs, 3 fins pétées. Là, à ce moment-là, on pouvait se dire que ce SummerSlam commençait quand même sur de très mauvaises bases. On va passer maintenant à la carte principale avec l'opener, un bon choix d'opener d'ailleurs. C'était le championnat intercontinental entre Seth Rollins et Dolph Ziggler, avec évidemment Dean Ambrose et Drew McIntyre qui étaient chacun dans le camp des deux hommes. Grosse pop d'ailleurs pour Dean Ambrose pour son entrée, mais comme je vous avais dit, s'il avait vraiment fait ses débuts à SummerSlam, la pop aurait été encore plus énorme. C'est dommage qu'il soit revenu lors du Raw précédent, ça je vous l'avais déjà dit. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'était un très bon match, un très bon opener, qui a rempli son rôle avec 2 showmen, 2 superbes lutteurs. Franchement, c'est du très bon spectacle. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors, il y a eu pas mal d'actions aussi à l'extérieur du ring, et notamment, ce qui a permis aussi notamment à Dean Ambrose et à Drew McIntyre de se montrer aussi, et d'avoir eu quelques petits face-à-face un peu tendus. Et je pense que c'était le but recherché, d'avoir toutes ces actions à l'extérieur aussi du ring. C'était d'avoir, en plus du match Rollins-Ziggler, d'avoir aussi un début de rivalité, si on peut dire, en parallèle entre Dean Ambrose et Drew McIntyre. Ça a été bien fait de ce côté-là. Il y a forcément eu la confrontation physique, puisque à un moment donné, Seth Rollins tape du pied pour le burn it down, mais Drew McIntyre arrive directement sur Ambrose et le projette contre les escaliers, ce qui a permis par la suite à Ziggler d'en profiter avec un zigzag, mais ça n'a pas suffi. Mais au final, ça s'est joué encore avec les 4 hommes, puisque du coup, Drew McIntyre était monté sur les l'éperon du ring, mais Dean Ambrose, lui, redescend, Drew McIntyre lui porte un Dirty Deeds à l'extérieur, Rollins regarde cela, mais attention, il tourne le dos à Ziggler, donc le public dit attention, et il se retourne juste à temps pour porter un super kick à Ziggler, se projeter dans les cordes et lui porter son curb stomp final. Victoire de Rollins, je vous l'avais dit, il récupère son titre intercontinental qu'il n'aurait jamais dû perdre, je vous l'avais dit, et c'est une très bonne chose. Une autre très bonne chose, pas de heel turn de Dean Ambrose, je vous l'avais dit aussi, c'était trop tôt, et il faut d'abord, c'est une première phase, c'est d'abord la phase feel good, la phase smile, la phase où on se dit ah ça fait du bien de retrouver Ambrose avec Rollins, voilà, cette petite phase de groupie on va dire, où on est en train de savourer le moment et on se dit non, voilà on savoure mais c'est pas le moment pour le turn, ça viendra, ça forcément ça va arriver mais pas maintenant, pas tout de suite. J'ai quand même eu un tout petit frisson à un moment donné quand ils ont célébré sur le ring avec un Dean Ambrose qui était juste derrière Rollins et qui était juste un peu sur le côté. J'ai eu un peu peur, j'avoue, j'ai eu un petit frisson sur l'espace d'un instant. Bon, il n'y a rien eu heureusement et c'est une très bonne chose. Et puis il y a eu quand même des petites rumeurs d'un 2v2 à Hell in a Cell, donc entre les 4 hommes, un match 2 contre 2, c'est une rumeur bien sûr, c'est pas impossible, mais du coup le titre intercontinental ne serait pas mis en jeu à Hell in a Cell, je trouverais ça bizarre, mais forcément le fait qu'il y ait McIntyre Ambrose, ça explique aussi pourquoi il peut pas y avoir de heel turn tout de suite. Il faut d'abord au moins une confrontation entre Ambrose et McIntyre, notamment à Monday Night Raw, ça paraît évident. Donc pas de turn tout de suite. Voilà, faire encore des petites confrontations à 2 contre 2, 1 contre 1, voilà, croiser les matchs.
l'espace d'un instant, de quelques temps, et on verra par la suite ce que l'avenir nous réservera, s'il y a un turn, ou si si Ambrose s'intéresse au titre intercontinental de Rollins, il y a le temps d'en reparler. Vraiment un match excellent, avec du rythme, notamment un superbe reverse superplex, enchaîné avec non pas avec un Falcanoro, parce que c'était compliqué à faire, mais une sorte de modified sidewalk slam. C'était vraiment superbe, et d'ailleurs le public a applaudi et était debout. C'était vraiment un superbe spot, le plus beau spot du match, et peut-être même de la soirée. Franchement, l'équivalent, on va dire, du coup de pied d'Adam Cole sur Ricochet pendant son moonsault, pour ceux qui auraient vu Takeover, dont je n'ai d'ailleurs pas parlé, mais entre parenthèses, regardez ce show, c'était encore un super show. Voilà, donc pour ce match, 7,5 sur 10, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, et donc un très bon opener qui nous met vraiment de bonne humeur, et qui nous fait vraiment nous mettre en ébullition pour la suite du show. On va passer maintenant au match suivant. Match de championnat tag team de SmackDown entre les Bludgeon Brothers et les New Day. Un match qui n'aura pas duré très longtemps, même pas 10 minutes. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des bons spots, notamment cette superbe descente du coude de la part de Xavier Woods, du poteau du ring, enfin de la troisième corde, directement vers l'extérieur du ring. Tout le public était debout, ils attendaient vraiment le spot avec impatience. C'était plutôt pas mal. Biggie toujours aussi fou avec son suicide dive, où il arrache tout, il nous fait un spear en même temps. Enfin, c'est absolument horrible à voir, mais il se suicide à chaque fois. Des petites interventions extérieures, de la destruction. Biggie donc toujours avec ses belly to belly suplex, toujours très efficace. Et Eric Rowan aussi qui s'en prend à Kofi Kingston. Et puis du coup Biggie qui se venge avec un big ending sur Rowan. Et puis en fait finalement on voit une préparation de Big Midnight Hour, et Eric Rowan arrive avec son gourdin pour frapper Xavier Woods et se faire disqualifier. Je comprends pas cette fin de merde. Pourquoi prolonger encore la feud? Encore une fin pétée. De toute façon c'est la soirée des fins pétées, je vous l'avais dit. On a déjà eu cette feud entre New Day et les Bludgeon Brothers. On a même eu un triple threat match à WrestleMania avec les Usos. Donc, ils les ont battus. Les Bludgeon Brothers ont gagné les titres comme ça. Ils ont battu les deux équipes en même temps. Au bout de 7-8 minutes, ils avaient plié l'affaire. On nous refoule les New Day, et là, là en fait c'est genre les deux gros destructeurs qui squashent des jobbers à longueur de temps, mais qui paraissent invincibles, etc. Et d'ailleurs ils sont toujours invaincus. Mais ils sont pas foutus de finir un match par eux-mêmes face à deux hommes qui sont quand même à leur portée, quoi. C'est pas de Golgoth non plus qui sont face à eux. Et ils trouvent rien d'autre que de prendre des gourdins pour se faire disqualifier, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, quoi? C'est quoi l'idée? C'est encore de faire un match sans disqualification, donc forcément à Hell in a Cell, puisqu'on a déjà vu les New Day et les Usos qui s'étaient affrontés à l'intérieur d'une cage. C'était plutôt un bon match. Donc peut-être que l'idée c'est de refaire ce match-là, de faire un gros match encore dans la cage, mais prolonger la rivalité encore une fois. C'est pas sérieux, les amis, c'est pas sérieux. Et le match, il était pas trop mal en plus, mais c'est gâché, quoi. Même pas 10 minutes, on nous gâche le plaisir. Et les Bludgeon Brothers, finalement, ils n'ont pas beaucoup de matchs longs. C'est un peu Brock Lesnar, c'est un peu Brock Lesnar au niveau des tag teams. Si vous regardez bien leurs matchs, c'est vraiment très court. Voilà, il y en a pas eu assez. J'en ai pas eu assez. Une fin un peu inattendue. Je m'attendais à autre chose. J'étais même pas sûr que le match ait lieu, tellement c'était bizarre d'avoir à nouveau les New Day face aux Bludgeon Brothers. Finalement, ça va continuer. On verra bien par la suite si The Bar revient dans le game, Sanity et compagnie. Mais ça va sûrement mener vers un combat dans la cage à Hell in a Cell, à mon avis. La note assez frustrante. Je donnerai un petit 6 sur 10, ce qui est quand même au-dessus de la moyenne parce qu'il y a eu des spots sympas. Un peu de spectacle, mais la fin est quand même très décevante.
Match suivant, match entre Kevin Owens et Braun Strowman pour la mallette du Money in the Bank. En cas de défaite, de quelque sorte que ce soit, Braun perdait sa mallette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sera ce sera le premier squash de la soirée, puisqu'il y en aura d'autres. Et voilà quoi, enfin, c'est coup de bélier de la part de Strowman. Une toute petite réaction avec un super kick d'Owens à l'extérieur du ring, et Braun Strowman ne ressent rien. Il lui porte un énorme choc slam sur la rampe du ring en métal. Ça tapait la tête, c'était horrible. Il le remet sur le ring et running power slam 1, 2, 3. Même pas 2 minutes, plié, terminé. Owens détruit. Owens humilié. Ça m'a rappelé Rousseff il y a pile un an, à la même époque, même si c'était pire pour Rousseff, puisque lui, il n'y avait même pas eu de match, ça s'était fait en squash de 3 secondes. Mais là, c'est carrément un acharnement. Tous les bumps qu'il a pu prendre dans cette feud avec Strowman, tous les bumps qu'il a pu prendre, tous les sacrifices, cette chute horrible à Extreme Rules dans le Steel Cage match, la cabine de chiottes, tout ce qui s'est pris dans la gueule, sans vraiment comprendre pourquoi en plus, puisque c'est quand même la victime dans l'histoire. On a l'impression que c'est plus le face, lui pour qui on a envie d'avoir de l'empathie, et Strowman le monstre, le bully dans l'histoire. Parce que c'est incroyable la façon dont il est traité, Owens. C'est une poupée, une véritable poupée de chiffon. Aucune reconnaissance. Enfin, c'est ça Owens. Putain, qu'est-ce qu'il était là, NXT? C'était une véritable menace. C'est encore les comparaisons avec NXT, c'est tellement le jour et la nuit. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on peut faire d'un lutteur, lorsqu'il passe dans la main roster. La différence est absolument incroyable. Bref, je vous l'avais dit, tout ce qui s'était passé avant, c'était pour nous faire douter. Le fait de mettre la mallette en jeu, c'était pour nous faire croire que Braun était en danger. Il n'y en avait pas de danger, je vous l'avais dit. Braun allait conserver sa mallette. C'était sûr. Ça aurait été une reculade de la part de la WWE, de lui donner la mallette et puis de se dire, oh ben non, en fait, on a fait une connerie. Allez, remettons la mallette en jeu. Non, il n'aurait pas fait ça. Et de toute façon, que ce soit Lesnar ou Reigns qui soit champion, Braun, c'est quand même, voilà, il y a quand même quelque chose derrière. C'est quand même plus intéressant d'avoir un Braun derrière pour prendre la mallette, pour prendre la ceinture universelle. Kevin Owens, c'est bon, il a eu sa chance et puis bon, on n'aurait pas cru. Donc pour moi, c'est normal qu'il conserve sa mallette. Mais alors la manière, c'est dur pour Kevin. C'est très très dur pour Kevin. Est-ce qu'il mérite ça? Non, je pense pas du tout. Il mérite pas ça du tout. Il prend cher. Il prend très très cher. Un notable 1,5 sur 10. 1,5 sur 10, je peux pas donner plus. C'est terrible. C'est terrible. Je sais pas comment ils vont faire pour qu'ils rebondissent. Ça va être très dur pour Kevin. Ça va être très dur. Et puis pour Braun, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Le fameux triple threat match entre Carmella, Charlotte et Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown. Un match qui aura duré quand même pratiquement un quart d'heure. C'est pas mal, on va dire, vu toutes les boosts qu'on a pu avoir avec Carmella, Asuka notamment, et même Carmella, Charlotte. Eh bien, on comprend un peu plus maintenant l'intégration de Charlotte, c'est-à-dire que effectivement, le but c'était de donner un petit peu plus de qualité athlétique et technique à ce match, et c'est vrai qu'elle l'a apporté, notamment avec ce magnifique corkscrew moonsault de l'extérieur. Malheureusement, bon, c'est un peu botché puisque elle n'atteindra que Carmella et pas Becky Lynch, mais Becky Lynch qui joue quand même le jeu et qui tombe en même temps que Carmella, même si elle l'a pas touché, ça c'est dommage. Mais c'était quand même une énorme prise de risque, c'est quand même pas une prise qu'on voit souvent de la part des femmes. Il y a quand même eu des bonnes choses, beaucoup de sauvetage, des sauvetages de tombées, classiques dans des triple threat match. Des tentatives de disarmor de la part de Becky, bien entendu. Ça s'est frité aussi, bien sûr, à plusieurs reprises entre Charlotte et Becky. C'était le but recherché aussi, un peu teaser la rivalité un peu entre les deux amis, pardon. Carmella qui reste dans son rôle de fille insupportable qu'on a envie de claquer, ça c'est sûr. Elle est restée dans son rôle, toujours avec son in-ring très minimal. Elle a fait
elle a fait, on va dire, ce qu'on attendait d'elle. Mais l'ensemble du match, on va dire, ça en a fait quand même quelque chose d'un peu divertissant, de plutôt cool, voilà. C'était pas un énorme match, mais je vais pas le taper ce match, je vais pas le cogner parce que c'était bien meilleur, je pense, que les matchs qu'on a eu avec Asuka ou avec Charlotte en 1 contre 1 avec Carmella, hein, et puis avec Jess Ellsworth dans l'histoire. Voilà. Et puis il y avait quand même un peu le suspense de savoir qui allait quand même gagner. Moi, dans ma tête, j'attendais quand même plus Becky Lynch se prendre le pin. Et c'est ce qui s'est passé, puisque finalement le finish, c'était quoi? C'était Becky Lynch seule avec Carmella sur le ring. Becky Lynch qui porte le disarmer à Carmella, mais Carmella vient chercher la corde. Mais Carmella est récupérée à nouveau par Becky Lynch, cette fois-ci au centre du ring, avec un nouveau disarmer. Sauf que Charlotte, qui était à l'extérieur du ring, revient et en profite avec un Natural Selection pour la victoire finale. Donc Charlotte reprend le titre de championne. Et oui, c'est Roman Reigns, c'est Alexa Bliss, enfin c'est Charlotte quoi. C'est comme on dit parfois, c'est Charlotte Reigns. Charlotte Reigns qui redevient championne. From out of nowhere, hein, comme je vous le disais, hein, puisque c'était à la base, c'était le moment, ça aurait dû être le moment de Becky Lynch. Et puis c'est Charlotte qui vient battre Carmella à SmackDown pour se mériter un match de championnat à SummerSlam. Elle s'ajoute au match dans un triple threat et elle rafle tout. C'est évidemment un côté injuste, un côté dégueulasse pour Becky, et c'est ça que le public ressent à ce moment-là, en tout cas la plupart des gens qui étaient déçus, hein, qui ont sifflé même quand le hug a eu lieu entre Becky Lynch et Charlotte, hein, il y a eu un gros câlin. Alors certes c'est une belle image, mais le public n'était pas content, parce qu'il se disait non, c'est Becky qui mérite, c'est Becky. Jusqu'à ce que, ça y est, Becky se révolte et attaque Charlotte. Là, la pop était énormissime, énorme pop, énorme réaction, le public a adoré, elle a défoncé Charlotte, elle l'a balancé par-dessus la table des commentateurs, et avec le visage fermé, et elle a même soulevé la ceinture à un moment donné, et puis voilà, elle l'a balancé, et puis elle s'est barrée. Et le public qui a crié derrière, you deserve it à Charlotte. Voilà. Alors, moi, je vous l'avais dit, je ne voulais pas de turn. Je ne voulais pas de turn de Becky. Pour moi, ça ne lui va pas. Elle est trop gentille et ça sera pas crédible. Maintenant, il va falloir rester mesuré parce que c'est une réaction d'orgueil, c'est une réaction à chaud où tu défonces la fille qui, pour toi, ne méritait pas d'être là et qui rafle tout à ta place en quelque sorte et qui te vole ton rêve. C'est ça. Sur le coup, ce que tu ressens. Donc, je ne vais pas tout de suite me parler d'un heel turn. Le heel turn, on le verra par la suite. Ça ouvre, bien entendu, une grosse rivalité entre Becky Lynch et Charlotte, ce que tout le monde avait compris. Carmella n'a pas pris le pin, attention. Elle a quand même toute légitimité pour avoir son rematch. De toute façon, elle va l'avoir. Mais ça peut se faire en weekly, ça peut se faire à Hell in a Cell, mais à mon avis, ça n'attendra pas Hell in a Cell. Carmella va avoir son rematch, peut-être même dès demain, et comme ça on va pouvoir passer tranquillement à la feud entre Charlotte et Becky Lynch, et voilà. Mais j'espère que Becky ne fera pas un véritable heel turn, parce que je la vois pas heel, c'est compliqué, je la vois pas. Voilà. Et c'est ça toute l'histoire. Pour moi, c'était ça. On pouvait pas nous raconter une histoire avec Becky Lynch qui finit championne dans ce match. C'était un happy end, c'était pas ça qu'on voulait nous raconter. C'était forcément une histoire entre les deux amis. Du coup, pour les rumeurs, hein, de Four Horsewomen, hein, de match entre les 4 MMA et les 4 du catch, les Four Horsewomen, que ce soit Evolution ou voire à Survivor Series, ça va être compliqué maintenant. Parce que entre Sacha et Bayley, hein, qui viennent de se rabibocher, mais c'est toujours un peu, je pense, encore un peu fragile. Et puis ce qu'on vient de voir là, le Four Horsewomen, ça va être très compliqué pour qu'il ait lieu. Pour le match, je donnais quand même un 6 sur 10, au-dessus de la moyenne, parce qu'il y a eu du suspense, il y a eu 2-3 moves sympatoches, et il y a quand même eu une petite hype, on se demandait qui allait gagner. Voilà, c'était pas un énorme match. Il y a eu la petite réaction finale aussi qui pouvait te donner un peu de hype. La réaction de filles, de véritables filles, dans le sens femme forte
de Becky qui a réagi, voilà. Même si j'espère que ce ne sera pas un heel turn. Je comprends sa réaction. Effectivement, elle est légitime. Après, j'espère que ça n'ira pas au-delà d'un heel turn. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Match très attendu entre AJ Styles et Samoa Joe pour le titre suprême de la WWE. Ah oui, un match quand même pour le titre suprême qui n'a lieu que qu'en milieu de soirée. C'est quand même très étonnant que ce titre, quand même le plus prestigieux, soit seulement relégué en milieu de carte. C'est quand même très étonnant. Et Joe ne perd pas de temps puisqu'il empêche l'annonceur donc justement d'annoncer AJ Styles, il lui pique le micro, il s'adresse directement à Wendy Styles et sa fille qui étaient présents justement près du ring et en disant ne t'en fais pas, papa va rentrer à la maison juste après. Ce à quoi AJ Styles a répondu qu'il allait lui botter le cul. Donc ça annonçait déjà la couleur d'entrée de jeu. Le match aura duré quand même pratiquement 23 minutes. Franchement, ça a été le meilleur match de la soirée avec le match intercontinental, sans contestation possible, j'ai envie de dire. Ça a été brutal. Évidemment, c'était une histoire qui était devenue personnelle, avec l'introduction évidemment de la famille de AJ Styles, sa femme et son enfant aussi. Donc forcément il fallait de la tension, il fallait de la brutalité. De toute façon avec Samoa Joe c'est son style, donc il n'y avait pas de surprise à avoir de ce côté-là. Joe a vraiment fait du bon boulot en termes de dangerosité. Il a montré des choses toujours très surprenantes pour son poids, les suicide dives, ces coups de pied qu'il peut porter de très très haut, notamment quand il fait tomber violemment AJ Styles qui était assis sur le coin et qui le balance à l'extérieur avec un énorme coup de pied retourné. C'était très beau à voir. C'est Sempton, une énorme aussi, un énorme Faymaster, ce leg drop porté de la deuxième corde que je n'avais jamais vu de sa part. C'était pas mal du tout. Et AJ Styles a lui aussi déployé toute sa panoplie, quand même, un calf crusher, un phenomenal forum, enfin un tout petit phenomenal forum de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, c'était pas mal du tout, un Styles Clash même, duquel Samoa Joe arrivera à se relever, malgré tout. Donc il a aussi donné tout ce qu'il avait. Voilà, c'était vraiment spectaculaire, c'est le mot, divertissant, brutal, tout ce qu'on voulait voir finalement. Justement, le coup de pied retourné qui a projeté AJ Styles à l'extérieur, je vous en parlais tout à l'heure. Lorsqu'il a fait ça, ensuite, il est remonté, il s'est mis debout, Samoa Joe, sur la table des commentateurs. Il a pris le micro en s'adressant à nouveau à la femme et à la fille d'AJ Styles pour dire: ouais, tu sais, tout à l'heure, j'avais dit que papa reviendrait à la maison. En fait, il pourra pas. Et en fait, c'est moi qui reviendrai à la maison. Ça sera moi le papa qui reviendra à la maison. Et évidemment, ça fait réagir le public et surtout AJ Styles qui a pété un câble et qui a foncé directement sur Samoa Joe qui a plié la barricade. C'était un très très beau spot. Et là, évidemment, sur ce, AJ Styles a récupéré une chaise et a frappé Samoa Joe et le match est terminé par un DQ. Victoire de Samoa Joe par DQ. I told you so! Je vous l'avais dit! Je vous invite à voir ma vidéo pronostic qui avait dit qu'AJ Styles se ferait disqualifier. Je l'avais dit! Ça a du putain de sens, c'est cohérent, c'est encore une fin pourrie, certes, c'est encore une fin pourrie, au sein de toutes les fins pourries qu'il y a eu dans cette soirée, mais là, pour le coup, c'est une fin pourrie qui est totalement crédible, cohérente, et qui a du sens, vu la storyline, et on savait que ça allait se prolonger, la feud, on savait que ça allait continuer, il y aura le match 2 à Hell in a Cell, et probablement dans la cellule, comme ça, pas de disqualification, et là, cette fois-ci, AJ Styles ne pourra pas s'en sortir comme ça. Forcément, c'était ça le but. Ça va sûrement se finir dans la cellule. Et voilà, et il y a eu du sang, ça s'est battu, et c'est tout ce qu'on demandait. Et après, AJ Styles qui vient voir sa femme, son enfant, il porte son enfant, il l'embrasse, il lui dit qu'il est désolé, ils s'en vont. Ils s'en vont, sous les yeux d'ailleurs du fils du Mick Foley sur la gauche, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça c'est une petite parenthèse. Voilà, l'histoire, pour moi, il n'y a rien à dire sur le booking du match, du début à la fin. La fin est, comme on dit, anticlimatique, mais elle se comprend tout à fait. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Autant il y a eu beaucoup d'autres matchs où c'était complètement injustifié. Et autant là, c'était normal, c'était attendu, et je vous l'avais dit, il ne fallait surtout pas qu'AJ Styles gagne ce match clean, ça n'aurait eu aucun sens d'enterrer Samoa Joe tout de suite comme ça.
Donc il faut continuer là-dessus. J'ai eu quand même un doute, je me suis demandé si Samoa Joe n'allait pas prendre la ceinture d'entrée de jeu, ou alors s'il allait avoir un DQ en faveur de Joe, et voilà ce qui s'est passé. Donc pas de problème là-dessus, le match, l'un des meilleurs de la soirée, le meilleur avec l'Intercontinental. Je lui donnais la note de 8 sur 10. 8 sur 10, je pense que ça les vaut. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup comme ça. Les chants TNA ont résonné d'ailleurs, c'était aussi drôle. Et il y a des chants Who's Your Daddy aussi qui ont surgi. C'était un peu dégueulasse pour Styles et même pour sa fille, la pauvre petite. Heureusement qu'elle était trop petite pour comprendre, enfin je pense. C'était voilà, mais ça va monter crescendo. J'espère que la femme de Styles n'interviendra pas dans les matchs à venir. C'est pas impossible, mais en tout cas pour l'instant je n'ai rien à dire. La feud est très bien comme ça. Voilà. On a alors le fameux segment du concert d'Elias, qui était prévu pendant le show. Bah, ça n'a pas duré très longtemps, un petit segment de 2-3 minutes, où il a continué comme d'habitude à tracher sur les New-Yorkais et à réserver quand même sa nouvelle chanson. Mais sauf que sa guitare a cassé et voilà, ça l'a énervé. Il a tout balancé et il est parti dans la pénombre. Et voilà, terminé, c'est tout. C'est quand même du foutage de gueule. Alors, à mon avis, je pense que la guitare a été sabotée par Bobby Lashley, parce qu'on ne l'a pas vu dans ce segment, on pensait tout ce qu'il allait venir, mais finalement il n'y a même pas eu besoin. Et je pense que le but c'est que demain à Raw, on apprendra que c'est Bobby Lashley qui a fait le coup, qui avait tout trafiqué. Et voilà, parce que forcément les deux sont en feud, donc à un moment donné il y aura forcément un lien avec Lashley. C'est un peu quand même un peu décevant, parce que Elias il mérite quand même une meilleure exposition que ça. Déjà il mérite un match. Et puis même s'il a vraiment son concert, parce qu'en plus il avait quand même un concert prévu la veille, qui a été annulé. Il a été annulé. Et du coup, ils ont annoncé que à SummerSlam, il ferait son concert à la place. Donc c'était le work tout ça. Mais finalement, il a même pas eu lieu ce concert. Et donc évidemment, le work fait que on lui a reporté son concert à SummerSlam, et son concert a été saboté probablement donc par Bobby Lashley. Mais c'est quand même dommage parce que c'était pas une connerie, c'était un vrai concert qu'il devait faire la veille. À New York. Bon, il y aura sûrement droit à un autre moment, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il n'a pas pu le faire. Voilà, le segment n'a pas trop d'intérêt. Voilà, c'est tout. C'est dommage quand même pour Elias, et puis de faire des segments comme ça. Parce qu'il y a eu pas mal de squash dans la soirée. On nous réserve aussi ce très court segment. Ça sert à rien de nous faire des pay-per-view de 4 heures si c'est pour nous faire des choses aussi courtes. À ce moment-là, faites quelque chose de plus compact et avec des matchs, avec moins de matchs et des matchs plus longs, tout simplement. On va passer maintenant au match suivant. Match entre Daniel Bryan et le Miz, un autre match très attendu, encore un autre règlement de compte entre deux hommes, pareil que le précédent, deux hommes qui se connaissent bien, qui se sont beaucoup trashés, donc c'est un peu la même idée. Et également une femme qui est présente, c'est celle du Miz, je vous l'avais dit aussi d'ailleurs, Maryse, la grande Maryse qui est de retour, mais qui cette fois-ci était ringside avec le Lando, avec la petite Monroe Sky. À partir de là, on pouvait quand même se demander s'il allait pas avoir quelque chose qui allait se passer. Et, pas louper, je vous l'avais dit, il va se passer quelque chose. Et de toute façon, avec les allées et venues, la caméra qui est allée à un moment donné sur Maryse, forcément, on se disait qu'il allait avoir une interaction avec Maryse, et c'est tout ce qu'on attendait. Enfin, en tout cas, moi, maintenant, à partir de là, je n'avais que ça en tête, et même depuis le début, quand je vois Maryse ringside, je ne pense qu'à elle. Voilà, en ce qui concerne sinon le reste du match, alors, je l'ai trouvé en dessous du match intercontinental et du match Styles Joe, mais il était plutôt pas mal, et avec ce que je voulais, ce que j'avais dit dans ma vidéo pronostic, c'est-à-dire pas que du in-ring, mais aussi du storytelling, qu'on nous raconte une histoire. L'histoire était tellement longue entre ces deux hommes qu'il fasse forcément sur le ring, il fallait aussi qu'on nous raconte quelque chose. Évidemment, il y avait le Miz qui avait piqué toutes les prises de Bryan pour se moquer de lui, les yes kicks, ou alors la diagonale avec les sauts chassés. Voilà, et forcément, il a voulu le refaire, le Miz. À un moment donné, on a vu le Bryan qui a bombé le torse et puis il ne ressentait pas la douleur sur les kicks. Voilà, ça
c'était sympa de faire ça, des petits moments comme ça, des clins d'œil. La malice du Miz aussi, hein, qui par exemple profite d'un kick sur le poteau, voilà, de Bryan pour capitaliser derrière et lui porter une figure 4 leg lock. Voilà, ce genre de choses. Et évidemment, donc, dans les dernières minutes, comme je vous le disais, la caméra arrive sur Maryse. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, là, on prépare le grand final. Et effectivement, alors qu'il était pris dans la Yes Lock, hein, la Yes Lock était bien cadenassée, à ce moment-là, j'étais pas loin de penser qu'il allait finalement abandonner le Miz. Il nous a quand même mis vraiment en PLS. Il a levé le bras, et puis finalement, non. Il a chopé la corde, il glisse, enfin, il roule jusqu'à l'extérieur du ring, mais Bryan lui porte un gros coup de genou à la volée, et du coup, le Miz arrive, il est reculé, il recule, il arrive directement sur la barricade, juste en face de Maryse, mais à ce moment-là, ce que je n'avais pas vu en direct, et que je n'ai découvert que plus tard au ralenti, c'est que Maryse lui glisse un point américain dans la main, ce que l'arbitre ne voit pas, et à ce moment-là, alors que Daniel Bryan se projette dans les cordes, le Miz en profite avec un gros coup de poing, donc avec son poing américain sur Bryan qui est KO au milieu du ring. Le Miz qui pense quand même à redonner vite fait le point américain à Maryse pour que évidemment l'arbitre ne le voit pas. Et il revient et il fait le compte de 3. Voilà, victoire donc du Miz en 23 minutes, hein, donc un long match. Je vous avais pronostiqué exactement ce qui allait se passer. La victoire du Miz qui était préférable. Et grâce à Maryse, c'était également ce que je vous avais dit. Et en plus, on a vu en backstage Daniel Bryan avec Brie Bella, sa femme. Évidemment, un Bryan qui est dégoûté, qui disait, voilà, qui s'est battu 3 ans, tout ça pour ça, et qui c'était le match à ne pas perdre. Brie, qui est quand même essaye de le consoler, voilà. Mais la force de la réalité, de la télé-réalité, la force de la télé-réalité. Il y a la saison 2 de Miz and Mrs qui va arriver, enfin qui se prépare l'année prochaine, très probablement. Et voilà, ça fait des belles images de voir que le Miz, grâce à Maryse, gagne un match à SummerSlam, dans un show très important. Évidemment qu'on prépare tout ça. Et à Evolution, comme je vous l'avais dit, à mon avis, le fait de voir Brie d'un côté et de voir Maryse de l'autre, eh ben on va voir un match Brie-Maryse à Evolution. C'est ce qu'on nous prépare. Ou alors, un 2 contre 2, mixte. Voir les deux à la fois. On peut tout à fait avoir le 2v2 et puis le match féminin. Mais voilà, on le sent le programme. Mais c'est ça, il faut continuer la feud pendant plusieurs matchs. Et ça, même quitte à la finir à WrestleMania 35 avec cette fois-ci la ceinture en jeu, la ceinture suprême, puisque Daniel Bryan pourrait tout à fait être champion ou le Miz champion de la WWE et puis avoir l'autre face à lui pour le gros match à WrestleMania 35. Ça peut être voilà le début d'une très très longue feud qui pourrait s'étendre donc jusqu'à WrestleMania 35. En tout cas, c'était tout à fait envisageable. Le match n'était pas désagréable en tout cas. Voilà, chacun était dans son rôle, dans la roublardise. Et d'un côté, et de l'autre côté évidemment le cas de champagne flamboyant de Daniel Bryan avec beaucoup de ténacité, ne jamais abandonner, beaucoup de courage, comme d'habitude. Voilà, ça fait un bon match, un bon cocktail. La note, je lui donnerai la note de 6,5 sur 10. Pas loin de 7 je dirais. Allez, 6,75 si on peut dire. Il y a eu, voilà, il manquait des choses pour que ce soit épique. Mais il y a eu du storytelling. La fin, évidemment, elle n'était pas très satisfaisante par rapport, évidemment, c'était encore un finish pété. Mais un peu comme le AJ Styles, Samoa Joe, pour moi, ça se justifiait. Il fallait faire une fin comme ça pour prolonger la feud, tout simplement. Donc je ne vais pas critiquer la fin de ce match. Ça a du sens, mais c'est encore une fin pétée. Il faut bien le reconnaître. Et j'aurais peut-être donné une meilleure note si le finish avait été plus clean que ça. Voilà, on va passer maintenant au match suivant entre Finn Balor et Baron Corbin. Enfin, Finn Balor, Demon King, et oui, le grand retour de Demon King. Il y a eu des rumeurs, c'est vrai, il y avait des petites rumeurs selon lesquelles il serait de retour. Mais alors, c'est cool, hein, c'est très bien, ça lui va très bien. Ça, au moins, ça lui donne de la prestance, ça lui donne du charisme, et puis au moins, ça change du Balor qui est tout le temps en train de sourire comme un niais à chaque fois. Mais ce qui me gêne dans tout ça, c'est pourquoi dans ce match, qui n'a absolument aucune construction, aucun intérêt, il n'y a rien de personnel entre les deux, rien de violent, rien de dark entre les deux.
Ça avait du sens contre Bray Wyatt l'année dernière, même si le match a été décevant au final, et même toute la feud décevante. Mais au moins, ça avait du sens de ressortir le Demon King. Mais là, contre Corbin, dans une feud nulle, à chier, digne d'un Mojo Bobby Roode, par exemple, ou d'un Sami Zayn Bobby Lashley, c'est nul, c'est de la confiture donnée au cochon. C'est vraiment dommage. Alors j'espère, ce serait bien qu'on le revoie même davantage, et même pourquoi pas dans les shows weekly. Malheureusement, c'est pas trop le cas a priori, parce qu'en général, le Demon King il n'arrive que dans les grands rendez-vous, on ne le voit que dans les pay-per-view. Donc je pense que ça va continuer comme ça. Mais ce serait bien, voilà, maintenant de continuer de le voir à tous les pay-per-view maintenant, et de ne pas. Mais le truc c'est que dans les shows weekly, on va revoir le Balor niais. Donc c'est ça, c'est ce côté un peu super-héros, enfin où il redevient normal dans les shows weekly, puis après transformation pour les pay-per-view. C'est cet dernier qui le rend fade au possible. Mais évidemment quand il est comme ça, là, il est beaucoup plus convaincant. Donc là, c'était très convaincant et ça a été un squash. 1 minute 30, Corbin n'a absolument rien fait. Comme Kevin Owens, ça a été la pure élimination nette et précise en très très peu de temps. Corbin, ça fait 2 années de suite, 2 SummerSlam de suite où il se fait balayer. Il avait fait l'opener de SummerSlam l'an dernier face à Cena et il s'était fait, alors c'était pas un squash, mais en tout cas il s'était fait quand même bien détruire aussi au final. Après aussi avoir perdu sa mallette, enfin bref, c'était une année très compliquée pour lui l'année dernière. Et là, un an après, pas grand chose n'a changé. Et heureusement qu'il a quand même son push de Constable, ce qui lui permet un peu d'exister. Parce que sinon, alors là, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire de lui. Voilà, la note 1 sur 10, c'est aussi très difficile de noter, de faire plus que ça. 1 sur 10, 1,5, pas plus. Y a rien eu. Voilà, un petit feel good moment, le fait de voir Balor, mais pas plus que ça. Et j'espère que cette fois-ci, la feud est terminée et qu'on va pouvoir passer à quelque chose de plus sérieux pour Finn Balor, une feud beaucoup plus intéressante. Voilà, maintenant on va passer au match suivant, match de championnat des États-Unis entre Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy. Un match relativement court, 11 minutes, match vraiment typique weekly, très traditionnel, avec au moins une fin clean, il n'y en a pas eu beaucoup dans cette soirée, mais au moins celle-là, elle l'a été. Jeff Hardy qui réussit quand même une senton bomb, mais Nakamura tient la corde et donc Jeff Hardy ne peut pas gagner. Et finalement, il tente une deuxième senton bomb, mais cette fois-ci Nakamura roule au niveau de l'apron du ring, mais Jeff Hardy, lui, c'est un grand malade, il s'en fout, il monte carrément au niveau du poteau, tente une énorme senton bomb, mais retombe sur l'apron du ring, puisqu'il y a une esquive de Nakamura, il retombe sur l'apron du ring directement sur le bas du dos. Là c'était très dur à regarder. Nakamura bien sûr en profite, roule Jeff Hardy, lui porte encore un gros coup de jambe derrière la tête et le finit ensuite par un Kinshasa pour la victoire, tranquillou et sans surprise de Nakamura qui conserve son titre. Il n'y avait absolument aucune surprise. Voilà, c'était pas un énorme match, voilà, c'était un petit 5 sur 10, tout simplement, rien d'autre à dire de plus. Évidemment, on attendait aussi Randy Orton, on savait pas ce qu'il allait faire, c'était aussi le grand mystère, est-ce qu'il allait intervenir avant, pendant ou après. Finalement, il est arrivé après le match, tout tranquillou, il est arrivé, il s'est pointé, il s'est rapproché, et puis finalement, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Eh bien, de tourner les talons et de s'en aller, tout simplement. Bref, absolument rien, plutôt peut-être du mind game. C'est très bizarre comme attitude de la part d'Orton. Et ce que je n'ai pas aimé surtout, c'était de voir un Jeff Hardy complètement inanimé au sol, suite à un Kinshasa, qui est quand même une prise dévastatrice. Complètement inanimé au sol. Orton qui s'en va. Et sur ce, Jeff Hardy qui, de peine et de misère, commence à se relever. Et puis tout à coup, hop, il est debout. Et puis il se met à applaudir comme ça le public. Et on passe, on rend l'antenne, on met la pub.
c'est n'importe quoi, enfin, ce no-selling, enfin, reste inanimé au sol, relève-toi plus tard, enfin, bon, il y a eu un petit problème de timing, je pense que Jeff Hardy pensait peut-être qu'ils avaient déjà rendu l'antenne, enfin, en tout cas, qu'ils étaient passés à la pub, et du coup, il s'est relevé peut-être un peu trop tôt, donc du coup, ça a rendu la scène très bizarre. Voilà, maintenant, on va passer enfin au pré-main event hein, déjà, entre Ronda Rousey et Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Bah, il n'y a pas eu de surprise, hein, il n'y a pas eu de surprise, Alexa Bliss n'avait strictement aucune chance de gagner, en tout cas, sauf si elle trichait, mais il n'y a eu personne à l'extérieur pour l'aider, il n'y avait pas de Mickie James, il n'y avait pas d'Alicia Fox, on avait Natalia, donc finalement, on ne savait pas si elle allait venir, finalement, elle a pu venir, donc c'était très sympa, elle est venue avec le blouson de son père, donc un moment émouvant, elle était proche du ring. D'ailleurs j'ai eu peur qu'il y ait une intervention de sa part. Bon, heureusement il y en a pas eu. Et voilà, un match de 4 minutes 45, même pas 5 minutes. Ça a été à sens unique quoi. Bliss a tenté de s'enfuir, puis finalement Ronda s'assoit au milieu du ring, elle lui dit bah viens, je te jure que je te ferai rien. Vas-y viens, attaque-toi à moi. Elle lui propose ça et puis bah en fait comme à la lutte quoi, mais en fait bah évidemment elle l'étrangle par derrière mais ça lui fait rien Ronda et puis voilà et puis après elle explose la gueule quoi, elle lui nique le bras, elle lui porte vraiment des prises de judo extrêmement douloureuses et vraiment limite sécure hein, limite sécure et puis voilà elle lui pète le bras et puis terminé quoi, terminé. Il n'y avait pas de surprise donc Ronda elle prend le titre. Franchement, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu une lutteuse ou un lutteur pour être champion suprême de la WWE après seulement 4 matchs télévisés dans les jambes. Franchement, j'ai pas de souvenir d'avoir déjà vu ça. C'est très étonnant, mais c'est le business. Maintenant, c'est ça, et c'est ça qui me gêne en fait, en quelque sorte. C'est d'avoir mis une fille qui est trop forte finalement, qui vient de la MMA et qui, quand tu la vois là, mais tu te dis mais qui va la battre ? C'est absolument impossible de la battre. Et le roster féminin devient tellement faible comparé à ça. Quand tu vois ça, tu te dis mais putain mais tu peux pas rivaliser. Et du coup, ça qui me gêne, c'est que la lutte, du coup, ça paraît vraiment tellement petit à côté. On a l'impression que c'est de la gaminerie. Et que, par rapport à la MMA, qui est quand même une autre paire de manches. Et du coup, faire venir une fille de MMA là, bah, à la WWE, du coup, on se dit, mais c'est un peu faire venir c'est un peu le PSG en Ligue 1, quoi. Il n'y a aucune concurrence. Ça va tout rafler. Et ça sera imbattable. Et voilà, enfin, c'est ça qui me gêne. Et alors, je sais bien qu'il y a des intérêts économiques, c'est du business, tout ça. Évidemment que ça fait parler de la WWE d'avoir une star pareille. Mais sur le long terme, voilà, enfin, on va vite se faire chier, je pense, hein, parce que ça va être que des matchs squashés, parce qu'il n'y a aucune fille qui peut tenir la comparaison, donc ça va être un peu compliqué, hein. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à Evolution, on nous annonce déjà, en dehors d'un Trish Stratus Alexa Bliss, oh my god, on annonce un Ronda Rousey contre Nikki Bella, bordel de couilles. Nikki Bella, qui était d'ailleurs présent avec sa sœur, et qui d'ailleurs, les deux sont venus féliciter Ronda, et ça a sifflé dans le public d'ailleurs. Mon dieu, quelle horreur d'avoir un Nikki Bella Ronda Rousey, sachant que toutes les ceintures féminines vont être en jeu à Evolution, ça voudrait dire que Nikki Bella serait donc challengeuse pour le titre. Mon dieu, mais comment est-ce qu'on va pouvoir supporter ça? Et tout ça pour du business, hein, parce qu'évidemment, Total Bella, Ronda Rousey, c'est jackpot, messieurs dames, c'est évidemment, c'est vraiment, c'est ce qui c'est dans le business, évidemment, Ronda, Nikki, c'est ce qui est le plus connu, et voilà, et donc c'est que ça, c'est que du business. Bref, voilà, le match, non, c'est 3 sur 10, c'est 3 sur 10, voilà, il y a des prises qui sont très unsafe, c'est limite hein, de la part de Ronda. Alors heureusement Alexa Bliss, il faut le dire, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement souple, qui vient de la gymnastique, qui est capable de simuler un bras cassé, elle l'a déjà fait plusieurs fois sur le ring, donc il faut pas trop s'inquiéter de ce qu'on a pu voir sur le ring, elle sait très bien simuler ça, parce qu'elle est extrêmement souple, mais ce n'est pas donné à toutes les filles, et donc quand elle va voir d'autres challengers, Ronda, bah, on va pas pouvoir voir ça, donc ça va falloir qu'elle fasse très attention quand même au niveau de sa sécurité sur le ring à Ronda, parce que là, le catch, c'est pas du MMA, hein. Très important à dire. Voilà, bah maintenant on va passer au match qui a tant fait parler, avec tous les scénarios possibles et imaginables. C'est bien sûr Brock Lesnar contre
Roman Reigns pour le titre universel. Et bien finalement le match, on parlait d'un scénario court et d'un scénario long, hein, c'était un peu la rumeur. Ça a été le scénario court, hein. 6 minutes, 6 petites minutes. Ça commençait très fort avec Braun, hein, qui finalement est arrivé avant le début du match, est arrivé avec le micro pour dire que lui, c'est quelqu'un qui n'attaque pas les gens dans le dos pour cacher. Lui, il prendra le vainqueur en face à face, et quel que soit le vainqueur, et ça vaut aussi pour Beastie Boy Brock Lesnar. Ça a fait bien rire le public, et il a bien pris une petite pop d'ailleurs là-dessus. Beastie Boy, c'était rigolo. Et sur ce, donc Braun sort du ring pour ne plus revenir finalement, et la cloche sonne, et puis là festival Superman Punch, hein, 3 Superman Punch, 3 spears, donc ça commence très fort pour Roman Reigns, mais à ce moment-là, au bout du 3e spear, Lesnar contre avec une guillotine. Après, Reigns s'en sort avec un Spinebuster, re-guillotine, re-Spinebuster, et après il y a une projection dans les cordes de la part de Reigns qui veut tenter un suicide dive, mais esquive de Lesnar, ça tombe directement sur Strowman, donc par inadvertance bien sûr. Du coup Braun évidemment il est pas content, il vient voir Reigns, mais il ne lui porte pas de coup parce qu'évidemment sinon il y aurait eu DQ. Lesnar lui du coup il en profite, il porte un F5 à Braun, ça le fait rire. Sur ce, Lesnar veut revenir dans le ring, mais Braun prend la cheville de Lesnar. Sur ce, Lesnar prend la mallette, il lui donne 2 petits coups de mallette sur le dos. Il projette la mallette très très loin jusqu'à l'entrée, toute l'entrée sur la rampe, hein. Il a superbe lancé, hein, entre parenthèses. Ensuite, il prend une chaise, 2 coups de chaise sur le dos de Braun, donc qui est complètement au sol. Sur ce, Lesnar revient tranquillement sur le ring avec sa chaise, et là, Reigns en profite avec un spear, le 4e spear pour la victoire. 1, 2, 3. Voilà, c'est terminé. On n'entendra plus parler de Lesnar en tant que champion universel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Reigns, donc, évidemment, ça va énerver beaucoup de gens, mais je pense que c'était la meilleure des choses à faire, et c'était ce qui était prévisible, que Reigns, après toute l'histoire qu'on nous avait racontée, qu'il avait jamais battu Lesnar, qu'il en avait chié à chaque fois, il était so close, ça y est, c'était le moment, fallait qu'il la prenne cette putain de ceinture et qu'il fasse le pin sur Lesnar. Ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, il y a des choses qui me gênent, notamment Braun, l'utilisation de Braun, qui a un discours complètement contradictoire. Il arrive en portant ses couilles, en disant oui, je prendrai le vainqueur face à face, quel qu'il soit. Mais la phrase de trop pour moi, c'est l'introduction de at the end of the night, somebody will get his hands. C'est ça, quand il dit ça, at the end of the night, ça veut dire donc à la fin de la soirée, donc après le match. C'est comme ça qu'on comprend. Après le match, il y en a un qui va en chier, il y en a un qui va avoir affaire à moi. Donc, quand on entend ça, on se dit, bon ben, il attend la fin du match, et du coup, il va cacher juste après. Mais du coup, ça veut dire que c'est complètement contradictoire avec ce qu'il venait de dire, puisque ça veut dire que il serait prêt à cacher sur un mec qui vient de faire un match, donc sur un gars qui est diminué physiquement. Donc, ce n'est pas du courage. Ce n'est pas du courage. Si on voulait vraiment avoir un Braun courageux, il aurait fallu qu'il s'intègre dans le match dès le début, et avoir un triple threat match. Là, au moins, on aurait eu Reigns et Lesnar avec leur barre d'énergie à 100%, Braun évidemment pareil, et là, on partait sur un pied d'égalité, et Braun, du coup, portait ses couilles, et en plus, était quelqu'un de, on va dire, de réglo, en ne faisant pas les choses par derrière. C'était la meilleure chose à faire. Mais au lieu de ça, il a un discours contradictoire. Désolé. Enfin, quand il dit at the end of the night, ça casse tout. Il aurait juste dû dire je prends le vainqueur. Point. Sans dire quand. S'il disait juste je prends le vainqueur, au moins ça laissait une porte ouverte. On se dit bon, il va prendre le vainqueur le lendemain à Raw, enfin ce soir du coup, ou à Hell in a Cell, ou même plus tard. Mais au moins, il se ridiculise pas juste après en disant at the end of the night. Non, pour moi ça ne colle pas, c'est n'importe quoi, et celui qui a écrit ce discours est complètement abruti, et il a bu, vraiment, il a bu. Ouais, et le match, c'est du Lesnar, c'est du match qui dure, c'est des squash ou des semi-squash, quoi, voilà. Aucun intérêt, 3 sur 10,
C'est tout. C'est bien pour Reigns, au moins on va être débarrassé de Lesnar, a priori pour un bon moment, et on va avoir un champion qui va défendre son titre à chaque fois. Maintenant, j'attends la suite parce que je pense que c'est pas terminé. J'en attendais beaucoup. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'intervenants extérieurs possibles. Il n'y en a pas eu. J'avais eu une autre idée. Parce que c'est vrai qu'on nous a pas mal parlé, avec Heyman notamment, de la famille de Roman Reigns, de Afa, de Sika, son père, et de cette fameuse phrase Fala Fitu Manu Malo, qu'avait rappelé Paul Heyman, et moi j'avais essayé de faire des recherches, j'avais essayé de traduire. C'était pas très clair d'ailleurs. Le samoan est une langue très compliquée. Hein. Si vous avez qu'à essayer sur internet, c'est très compliqué. Mais moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, qui essaye d'aller plus loin. J'essaye de traduire les phrases. Alors, il y a une histoire d'animal sauvage ou d'oiseau sauvage. Mais il y a une histoire de chiffre 7 aussi. Fitu veut dire 7. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit peut-être que du coup, ça introduirait une faction samoane avec les Usos autour de Roman Reigns et un turn finalement. Reigns, Paul Heyman Guy, avec les Usos autour de lui. Le problème c'est que les Usos ils sont du côté de SmackDown, donc ça devenait un peu compliqué à faire. Bref, je suis allé très loin, mais j'attends quand même ce soir à Raw où tout peut changer. Attention à l'attitude d'Heyman qui peut tout à fait amorcer son plan B et peut-être turner sur Lesnar et avoir un incroyable turn de Roman Reigns, puisque comme je vous avais dit, il y avait des rumeurs qui disaient que entre Braun et Reigns, il allait peut-être avoir un turn, puisque dans l'optique d'une future feud entre les deux. Et ce n'est pas impossible, et donc j'attends de voir, et peut-être que ce sera Braun, mais Braun il est tellement over, ça serait vraiment dommage qu'il passe heel. Puisqu'il l'a déjà été. Roman Reigns, ça serait pas mal là de capitaliser là-dessus. Mais bon, Vince, il y a très très peu de gens qui soient aussi têtus que Vince, et ça m'étonnerait qu'il le fasse tourner heel à mon avis. Mais j'attends Raw. Pour moi, l'histoire n'est peut-être pas tout à fait terminée dans cette histoire entre Reigns, Lesnar, Braun et Heyman et compagnie. J'attends. Mais c'est vrai que à nouveau, j'avais plein d'idées. J'avais plein de fantasy booking en moi, c'est vrai que parfois je vais un peu loin, mais j'aime bien réfléchir, j'aime bien essayer de trouver des choses un peu étonnantes, originales, mais à nouveau, et c'est comme ça que je vais amorcer ma conclusion du show, c'est tellement dommage que la WWE ne sache plus nous surprendre. Elle ne sait plus nous surprendre. C'est toujours le minimum syndical. À chaque fois. La dernière vraie surprise qu'ils nous ont faite, c'était les Hardy Boys à WrestleMania l'année dernière. Donc ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on n'a pas eu de vraie surprise comme celle-ci. Où franchement on avait vraiment une très belle pop, c'était superbe. Ça c'était un très bon moment, mais on en a tellement peu et on n'arrive plus à nous faire ça. Et c'est le strict minimum. Et voilà, des matchs courts, des squash, des matchs avec des fins pétées. Et c'est tout ça SummerSlam de cette année. C'est des fins pétées ou des squash et un petit peu par-ci par-là 3-4 bons matchs qui sont quand même au moins intéressants à voir et qui permettent au show d'être à peu près potable, mais pas plus que ça, parce que ce show au final je vais lui donner une note à peu près équivalente à la moyenne, un petit 5/10 de peine et de misère, grâce au match intercontinental, grâce au AJ Styles Samoa Joe, grâce un petit peu de moindre mesure le Miss Bryan, le triple threat féminin qui était correct, voilà, sans être exceptionnel. Le reste c'était que des squash ou des semi-squash, enfin voilà, Lesnar, Corbin, Owens, Alexa Bliss, tout ça s'est passé à la moulinette en moins de 5 minutes ou 5-6 minutes. Voilà, et le championnat des États-Unis, match normal, enfin un match normal, mais complètement oubliable et de niveau weekly. Et puis Orton, on comprend pas ce qu'il fout dans l'histoire, il vient, il repart. Voilà, Elias, segment inutile au possible. Et le New Day Usos, qui était aussi un match de weekly au niveau weekly, puis avec une fin toute pétée. Je ne voulais pas voir de prolongation de la feud, et pourtant il va y en avoir. Bref, voilà, donc c'est à peu près équilibré entre bon match et match OSEF. Voilà, donc ça vaut une petite moyenne, ça vaut un petit 5/10, et je pense que ça les vaut. Si vous avez plus aimé ce show que moi, tant mieux pour vous, mais pour moi ça ne me satisfait pas. Heureusement il y a quelques bons matchs qui te font passer des bons moments. Le championnat intercontinental et le AJ Styles Samoa Joe m'ont même parfois donné l'impression qu'on était à TakeOver.
donc c'était quand même pas mal, mais le reste c'était juste pour le spectacle, c'était de la WWE. C'est la WWE, on est habitué, hein. On est habitué, donc c'est juste pour le spectacle. Et mais c'est pas ce que je veux, c'est encore insuffisant. Je pense que c'était un meilleur SummerSlam que l'an dernier. En même temps, c'était difficile de faire pire. Il faut pas oublier le kick-off aussi, hein, puisque je vous rappelle que le plus beau match de kick-off que j'ai jamais vu de ma vie, très honnêtement, c'était le New Day Usos de l'année dernière, qui était un match de kick-off, et c'était un match fabuleux, le plus beau match de kick-off que j'ai jamais vu. Et là, on a Revival B-Team, match vraiment très ordinaire, avec une fin toute pétée, voilà la différence, un an après. Et puis les 3 matchs de kick-off se finissent sur une fin pétée. Faut pas oublier les 3 matchs de kick-off, hein, qui se terminent comme ça aussi. Bref, ça fait quand même beaucoup de fins de merde, pour prolonger la feud, probablement. Ça peut aller sur 1 ou 2 fois pendant un pay-per-view, mais là, c'était trop. Trop de fins pétées, trop de matchs squash. À quoi ça sert de faire des shows de 4 heures si c'est pour nous faire des squash matchs? Franchement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Autant réduire un peu la durée du pay-per-view, faire moins de matchs et leur donner plus de temps à chacun de ces matchs. Voilà. Au moins offrir 10, 15, 20, 25 minutes à chaque match. Voilà. Et avoir un show de qualité. Prenez exemple sur TakeOver. TakeOver, il n'y a aucun squash match. Il y a moins de matchs. C'est 2h30 de show et 5 matchs. C'est pas beaucoup. 5 matchs, 2h30 de show, et chaque match fait un quart d'heure, 20, 25 minutes, même presque une demi-heure. Voilà. Mais au moins, on nous raconte quelque chose, il y a du spectacle, il y a du in-ring, et on en prend plein les yeux. Regardez TakeOver, je vous en conjure, regardez TakeOver. Voilà. Je vous en ai pas parlé, j'ai pas fait de review, mais regardez, tout simplement, c'est tout. Voilà, j'arrête, 1h05, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, si vous avez aimé ce SummerSlam. Moi, j'en ai encore un goût amer, encore très mitigé, j'attends Raw avec impatience, j'attends SmackDown pour voir ce qui va se passer, mais c'était très décevant. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur les réactions après les weekly. En tout cas, merci de votre écoute. Likez s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Likez et merci de me soutenir. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.